Bonjour à tous, bienvenue à la saison 2 de la place des entrepreneurs. Avec aujourd'hui, encore une fois, des invités prestigieux à qui je laisse la parole. Madame. Bonjour, Marie-Torce, enchantée, merci de m'accueillir. Donc moi j'ai monté avec deux cofondateurs une société qui s'appelle Graffiti. On travaille dans la tech, on produit des algorithmes de computer vision, donc c'est permettre de reconnaître les objets et on l'utilise dans le retail, dans le shopping. On permet aux gens, en pointant leur téléphone, de reconnaître les produits qui sont devant eux et on affiche en réalité augmentée des informations sur ces produits. Alors aujourd'hui on est sur iPhone, demain évidemment on vise les lunettes de réalité augmentée puisque c'est les devices du futur, les devices qui arrivent et donc voilà, on a déjà un partenariat avec Deutsche Telekom et on travaille avec les premières lunettes grand public qui arrivent là sur les marchés européens dans quelques semaines, qui s'appelle Nreal. Bravo, très fier d'avoir comme adhérente une société comme ça. Thomas. Eh bien, bonjour à tous, Thomas Kerjean, je suis directeur général aujourd'hui de Made in Black qui est le leader français de la protection des emails, donc une société de cybersécurité. Après une longue carrière chez les GAFAM, où je me suis beaucoup épanoui, j'ai longtemps travaillé chez Microsoft, j'ai dirigé la division intelligence artificielle et cloud de Microsoft en France, lancé les différents data centers. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être revenu sur mes terres natales, donc à Marseille, pour faire croître un projet très très prometteur. Très bien. Laurent. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Belmer, je suis directeur général de la maison Porsche à Marseille et Avignon. On a donc deux sites de distribution sur la région du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et nous sommes en train de construire un troisième point de vente sur la région à Aix-en-Provence sur le futur site de la Pioline. Après une très longue carrière chez PSA, plus de 17 ans, j'ai souhaité réorienter ma carrière vers toujours la distribution automobile, mais plus sélective. Et j'ai l'honneur de diriger cette merveilleuse marque qui est Porsche. Très bien. Après l'innovation, l'intelligence, le luxe, qu'est-ce qu'on a, super. On a le conseil. Voilà, on a le consulting, donc Joan Gage, société clinique. Donc moi j'ai créé cette société de consulting dans le digital il y a maintenant 9 ans. Le siège est à Marseille, on a des bureaux dans différentes villes de France et à l'international. Donc notre métier c'est d'accompagner nos différents clients sur des projets à forte valeur ajoutée technologique et notamment dans le digital, donc que ce soit sur du cloud, sur de la cyber justement et sur de l'intelligence artificielle. Donc c'est deux sujets qui ont été évoqués précédemment. Voilà. Très bien. Donc la première série de notre place des entrepreneurs, c'était un peu pour accompagner les entreprises pendant cette crise. Là, ce qu'on souhaite, c'est un peu de prospective, un peu d'optimisme et un peu en fait de connaître comment vous allez rebondir après cette crise. Donc la parole est libre. Thomas, comment vous allez accompagner toutes ces entreprises pour qu'elles aient un rebond productif? Mais nous, 2020 a été une bonne année. Globalement, on a constaté une hausse en France de cyberattaques de type ransomware, les rançongiciels, sur les hôpitaux notamment, sur les collectivités également. On en sait quelque chose avec la métropole ici. Des attaques par phishing également, ou scénario de fraude au président. Donc on a connu avec la transformation numérique tant appelée de ses voeux en France, on a connu le corollaire qui est finalement la démocratisation des cyberattaques en France, ce qui nous a accompagnés dans notre croissance bien sûr. On sort d'une année 2020 très bonne, on a recruté plus de 20 personnes à Marseille, on a fait venir des Munichois, 60, donc 20 personnes Marseille. Dans le confinement à Marseille, effectivement, place Sadi Carnot, des gens de tous horizons, puisque ça a été l'occasion pour nous aussi de diversifier un petit peu les profils, donc venant de partout en Europe. Et donc les perspectives 2021, pour vous répondre, Philippe, sont bonnes, puisque avec 5 millions de Français aujourd'hui portés en télétravail, le niveau de vulnérabilité globale des collaborateurs en entreprise, TPE, PME, a largement augmenté et que les projets de cybersécurité sont légion. Et Marseille est devenu surtout, cette période à travers ces périodes de confinement, un lieu
attractif ou non seulement avoir de l'impact dans son quotidien, dans son travail, mais aussi avoir le cadre de vie qui va avec. Johan, toi tu as une entreprise en pleine expansion, de nombreuses embauches, nombreux développements à prévoir. Comment tu vois encore la suite parce que tu as traversé cette crise de façon un peu positive quand même? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Philippe. En fait, nous, je pense qu'on a eu de la chance et sûrement que notre business model nous a aussi porté ses bénéfices dans le sens où en 2020, on a connu une croissance de plus de 25% de notre chiffre d'affaires et dans un contexte à tonnes, dans le sens où l'ensemble du Syntec numérique, donc le Syntec numérique, c'est l'organe qui réunit l'ensemble des sociétés qui travaillent dans le numérique, que ce soit les boîtes comme les tiennes finalement, je pense, Oui. mais des sociétés comme la nôtre. Et le Syntec numérique a été en décroissance de 4,1% en 2020. Donc je suis réjoui de savoir que de ton côté, Thomas, tu étais en croissance, nous aussi. Je pense que c'est lié à la fois au digital, parce que c'est quand même un secteur qui est quand même en vogue, mais aussi à notre business model porté sur l'humain. Et on a vu dans cette période de crise, et on le sait très bien, dans la période de crise, c'est là où on fait la différence entre les sociétés, entre les valeurs finalement des entreprises. On a vu dans cette période de crise que l'attention profonde portée à nos collaborateurs était positive pour nous. En 2021, écoute, on ambitionne entre 20 et 30% de croissance aussi. Encore. Oui. En 2021, on vient d'ouvrir l'international à Dubaï, en fait, pour justement en faire notre siège international. Et donc aujourd'hui, on surfe sur les technos du digital, la cyber, le disait Thomas, en fait, avec l'explosion de la data aujourd'hui, le monde est contraint de sécuriser l'ensemble de l'information transmise à l'extérieur. Et donc du coup, il y a des vraies problématiques cyber, la data aussi, l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure, et puis le cloud aussi. Donc c'est ces trois sujets sur lesquels on s'est positionné et qui sont aujourd'hui en pleine expansion finalement. Donc le message positif pour l'ensemble des ingénieurs de la région provençale, finalement, c'est ce qu'on peut se dire, d'accord? Nous, en 2020, on a recruté 250 personnes. En 2021, on compte en recruter 300 à peu près, et 20 à 30% de ces collaborateurs ont été recrutés sur cette région provençale. Donc voilà, elle reste dynamique, la région, malgré le contexte difficile. Marie, toi, quand j'entends ce que vient de dire Johan, tu es aussi dans cette dynamique, tu es aussi dans cette prospective positive de ton entreprise? Complètement, on est un cas un peu à part parce qu'on est une start-up, donc aujourd'hui majoritairement on fait de la recherche et du développement, donc on va plutôt être sur un mode de levée de fonds. On a fait une première levée de fonds fin décembre 2019 et puis on a enchaîné en 2020 donc, sur une levée de fonds de 650 000 € qu'on est en train de clôturer. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle parce qu'effectivement la difficulté à travers le Covid c'est le manque particulier ou un fonds de rencontres, c'est que des business angels. Aujourd'hui, sur de l'amorçage comme ça, on ne travaille pas forcément avec des fonds, on va plutôt chercher des business angels qui sont entrepreneurs eux-mêmes, qui ont envie en fait d'apporter plus que de l'argent, de la smart money, comme on dit. Donc ils vont apporter de l'argent et aussi des conseils, du réseau, du mentoring. Enfin, on va être plutôt sur ce mode-là. Alors en effet, nous c'est plutôt positif parce qu'on a réussi, malgré les différents confinements, donc, la difficulté à aller rencontrer les gens, à avoir ce genre d'événements et à pouvoir avoir le hasard qui fait qu'on a l'opportunité de présenter son projet et puis d'avoir des gens qui répondent positivement, qui ont envie de rejoindre l'aventure. Ça a été un peu effacé par le Covid. Malgré tout, je pense que voilà, il y a quand même eu une envie des business angels de continuer à investir, de continuer à montrer le dynamisme et notamment régional. On a beaucoup d'entrepreneurs régionaux ici qui ont investi chez nous. Très bien. Laurent, tu nous disais en introduction, quand on n'était pas encore en live, qu'après le premier confinement, il y a eu une envolée des ventes sur des voitures de luxe et sur l'ensemble en fait du secteur automobile. Exactement. Alors nous, on a un secteur plus particulier, plus haut de gamme, mais on a senti à la levée du premier confinement une envie de dépense de la part des chefs d'entreprise qui constituent l'essentiel de notre clientèle, aussi les professions libérales. On surfe sur une success story qui est les versions hybrides du Cayenne qui rencontrent un vif succès. Alors même si on ne peut pas évidemment ignorer les 3 mois de fermeture de nos showrooms commerciaux, on a pu ouvrir partiellement au deuxième confinement nos après-ventes, mais les showrooms de vente étaient fermés pendant 3 mois.
Donc on a maintenu nos résultats, on a maintenu notre chiffre d'affaires, donc ce qui est très positif, même avec 3 mois de fermeture. Mais évidemment, on a un peu de frustration parce que on avait la sensation de faire beaucoup mieux, de pouvoir faire beaucoup mieux. Sur 2021, les perspectives sont assez bonnes. J'ai bon espoir qu'on fasse également de bons résultats sur cette année. On a surtout vraiment une année pleine avec notre nouveau modèle, le Taycan, qui est 100% électrique, qui commence à rencontrer un beau succès puisque ça devient en Europe le premier véhicule vendu pour Porsche. Et c'est marrant parce qu'en vous écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas connu une crise Covid de 2020 terrible. Parce que c'est vrai, il y a tous les secteurs d'activité que vous représentez. Visiblement, la crise a été plutôt positive. Hein. Il y a eu des développements, une croissance. Donc, en fait, ce qu'on voit, nous, quand on analyse différents secteurs d'activité, c'est que 70 à 80% des entreprises ont su traverser la crise sans trop de problèmes, mais par contre, on a 20 à 25% des entreprises qui ont été fortement impactées. Le tourisme, la restauration, tous ces secteurs, l'hôtellerie, et tous ces secteurs auront du mal à rebondir. Donc, si vous deviez leur donner un conseil pour rebondir, si vous deviez tirer une chose positive de cette crise dans vos entreprises, c'est quoi? Une seule chose. C'est difficile. La relation humaine avec les collaborateurs. Ouais, plus de proximité avec les collaborateurs. Ouais. Moi, j'aurais même dit la digitalisation, la numérisation, enfin la capacité à aller chercher le digital. Clairement, la transformation digitale, on a vu qu'elle était clé dans cette crise. Oui, mais quand tu dis ça aux commerçants, le click and collect, c'est que 5 ou 10% de leur activité parce qu'ils n'arrivent pas. Personne n'était prêt. On a subi les choses de plein fouet et donc ça a été très difficile en fait de se mettre en route vers quelque chose pour lequel personne n'était prêt. Mais la digitalisation, si elle avait été peut-être progressive, pensée en amont, avec vraiment du travail en amont de la crise, on aurait peut-être pensé différemment. Le click and collect, ça a été quand même malgré tout une opportunité de sauver les meubles un peu. Une réponse quoi en fait, plus que l'anticipation. Oui, bien sûr. Moi, quelque chose qui me démange en fait, c'est que je pense pas qu'il y ait une seule réponse en vrai, parce qu'en fonction du secteur d'activité, en fait, je pense que chaque secteur d'activité a ses spécificités et donc ses solutions et ses réponses. Mais j'aime à penser que l'engagement de nos collaborateurs dans des périodes de crise est un facteur déterminant dans la performance de l'entreprise. On le voit, combien de fois il nous est arrivé d'aller chez Decathlon par exemple et d'avoir une hôtesse, quand on demande un petit service, qui nous dit c'est là-bas au fond quoi, en fait. C'est là-bas à droite, derrière le couloir à droite. Et puis celle qui nous y conduit, qui nous prend la main, qui nous y conduit, qui nous explique la fiche technique et qui nous fait acheter 3 fois plus. C'est sûr. D'accord ? Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie spécificité de nos entreprises, si on veut s'en sortir, c'est un moment finalement auquel l'ensemble des êtres humains pensent aujourd'hui, c'est la responsabilité, où est-ce que je me situe, comment, dans quel environnement, etc. Je pense que nos entreprises doivent faire pareil en fait. C'est comment je me comporte avec mes collaborateurs, comment je peux les rendre beaucoup plus engagés, de telle manière à ce que ma société fasse la différence par rapport aux autres finalement. Voilà. Et moi je pense que l'engagement de nos collaborateurs est le facteur clé, au-delà de la digitalisation, etc., est le facteur clé qui permettra à nos entreprises de se développer davantage. Et l'engagement est le résultat d'un grand nombre de paramètres qui serait trop long de détailler aujourd'hui, en fait, voilà, mais qui sont, je pense, très importants de réinventer pour avoir des collaborateurs très engagés. Quand je dis à un restaurateur, un hôtelier, tout le secteur impacté, il faut que tu te réinventes, j'ai envie de me frapper. Ouais, c'est bien. Comment tu veux que je me réinvente? On est dans une crise terrible, moi je vends une chambre d'hôtel, je peux pas. C'est la façon peut-être de vendre la chambre d'hôtel qui peut changer, c'est la façon d'accueillir quelqu'un dans un restaurant. Je suis très proximité, digitalisation, service. Je pense que c'est des mots-clés et il faut arriver à avoir un cercle vertueux. Toi, Laurent, quand tu vends une voiture, tu vends la voiture, tu vends la marque, mais qu'est-ce que tu apportes de plus Beaucoup de conseils, puisque on nous a dit au départ, bah, c'est pas grave, vous êtes fermé, vous allez pouvoir vendre des voitures via Internet. On peut vendre plein de voitures sur Internet. Une Porsche, c'est un peu différent. C'est un projet qui est longuement mûri. Les clients vont d'abord sur notre site, configurent leur voiture. On peut choisir tout et n'importe quoi sur une voiture. Chaque Porsche est unique.
Donc, il y a besoin de proximité et de contact. Alors, on peut, en amont, et on a accéléré notre digitalisation parce qu'on n'avait pas le choix non plus d'être en proximité via ce canal. Mais ça a renforcé aussi le lien qu'on pouvait avoir avec des clients, mais à distance. Mais pour finaliser, le client a besoin de s'asseoir dans la voiture, de connaître, d'essayer la voiture. Donc on l'a fait après le premier confinement parce qu'on ne pouvait pas le faire au début. Et j'ai tendance à dire que essayer une Porsche, c'est presque déjà l'acheter, mais on a renforcé cette proximité entre mes collaborateurs et leurs clients, et ça a plutôt bien matché. Hein. Très bien. Thomas, tu parlais de rançon, tu parlais de cette nouvelle économie, là, cette dark économie. Comment on fait pour éviter ça? Récemment, une entreprise marseillaise a été rançonnée en crypto-monnaie. Oui. On met tous les pare-feux, on fait plein de choses, mais pourtant ils arrivent quand même à pénétrer le système des entreprises. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que tu es capable de garantir une sécurité 100%? Ou ça n'existe pas? Tu parlais un petit peu plus tôt de comment chacun avait traversé la crise. Donc beaucoup ont traversé effectivement en subissant des attaques comme on les décrivait un petit peu plus tôt. Je dirais qu'il y a eu quand même deux grandes choses. Je t'écoutais sur la crise a été vécue très différemment d'un secteur à l'autre. Il y en a qui ont subi une crise économique de plein fouet, tu en parlais. Tu parlais des restaurateurs, des difficultés de changer les modèles économiques. Marie, tu parlais de la transformation e-commerce finalement qui va venir inéluctablement. Il y a quand même deux choses qui se sont profondément mutées. Je crois, comme Marie, effectivement, qu'il y a une digitalisation en marche. Alors, j'ai un biais cognitif là-dessus, je viens de cette industrie-là, c'est certain, mais c'est inéluctable pour moi. Donc, savoir si on pourra protéger tout le monde, ça dépassera l'intelligence artificielle, ça touchera aussi à des notions d'éducation humaine, Philippe. On ne peut pas avec des algorithmes uniquement. C'est pour ça d'ailleurs que pendant le confinement, nous avons fait le choix de pas rester attentistes. On a lancé un produit, on a lancé une nouvelle solution qui répond justement à ce type de vulnérabilité-là. Donc la digitalisation, elle est en marche. La cybersécurité, ce sera un marché, tout comme l'IoT, tout comme la data, tout comme l'intelligence artificielle, l'extension du cloud, le computer vision, donc la 3D, je ne sais pas comment on dit en français, Marie, Visual Search, la recherche visuelle. La recherche visuelle, merci. Et l'autre grand phénomène, tu disais quel est le conseil finalement. Donc, il y en a qui peuvent consolider des activités, c'est peut-être une chose à considérer, à faire des fusions-acquisitions et à grossir pour préparer l'après-crise, parce qu'il est évident que les résultats d'exploitation les banques disent qu'il n'y a jamais autant d'argent à distribuer, autant d'argent dans les comptes, il y a plein de choses à faire pour la croissance. Ouais. Mais Philippe, je crois très fort, et je ne dis pas ça simplement parce que ça fait 1 an et demi que je suis revenu ici et que je suis encore en lune de miel totale avec ma ville natale, mais je pense fondamentalement, quand je vois la nature des candidatures chez nous, je pense fondamentalement que toutes ces notions de sens au travail, impact, sont allées un cran plus loin encore. Et que être aujourd'hui dans une région avec un cadre de vie différent, c'est très attractif. Je vois la suite comme une opportunité, crois-le ou non, pour les Provençaux, pour les Marseillais. Oui, je suis très confiant. Tu vois, quand je vois des Colombiens, des Londoniens, des Munichois, des super talents data science venant de tous bords. Venir à Marseille en disant c'était le lieu de mes vacances quand j'étais enfant. Voilà, je veux retrouver ce cadre de vie-là. Je me dis waouh, il est en train de se passer quelque chose. Il y a une digitalisation en marche, mais il y a aussi une mutation dans la relation au travail, une vraie mutation dans la relation au travail qui nous rend attractifs. Je suis très confiant de ce point de vue-là pour cette région. C'est un beau message, ça. Ça prouve peut-être que notre territoire peut aussi, grâce à cette crise entre guillemets, gagner de part des marchés sur les autres territoires. On a quand même un territoire attractif extraordinaire. Et si on a des entreprises comme les vôtres, ça nous permet aussi de rayonner et d'avoir plus d'impact parce que la problématique que nous avons toujours eue, c'est faire venir l'international ici.
Et avec peut-être la relocalisation, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, cette relocalisation de certains secteurs d'activité, comme on a vu au niveau médical, on a besoin d'avoir un peu plus de relocalisation en France. Est-ce que ça, tu le sens, toi, quand tu places tes ingénieurs, est-ce que les gens demandent plus de savoir sur la France, ou si tu crées l'international, c'est parce qu'il y a un besoin aussi? Non, il y a beaucoup de business en France. Non, vraiment beaucoup de business en France à prendre. Mais là où je rejoins vraiment Thomas, c'est l'attractivité des régions, en fait, en vrai. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de la place du collaborateur dans l'entreprise, c'est aussi la place du collaborateur dans sa vie tout court, quoi, en fait, finalement. Bien sûr. Et la région, qui est une superbe région, on a des atouts exceptionnels, quoi, en fait, à tous les niveaux, que ce soit économique, que ce soit géographique, voilà, sont des atouts incroyables pour attirer des gens. Et moi, je le vois de par l'ensemble des candidats pas que je rencontre, mais qu'on rencontre. La région provençale a une attractivité très importante. On a beaucoup d'ingénieurs de Paris, notamment, qui veulent venir travailler dans la région provençale. Beaucoup d'ingénieurs de différentes villes du monde, en fait, qui veulent venir travailler ici. Donc, c'est très intéressant. Il y a des signes très positifs de mobilité urbaine, quoi, en fait, finalement. Voilà. Et la région provençale est un vrai atout. J'ai envie de dire, pas seulement la région provençale, en vrai, l'ensemble des régions de France. Voilà. C'est-à-dire D'autres pays. Notre pays. Ouais, vraiment, je le vois, c'est dynamique partout. Mais notre pays a été remarquable pendant la crise. Avec les aides, ils ont pu sauver les entreprises, ils ont accompagné les entreprises. On vit dans un beau pays. Ben, écoute, c'est vrai qu'on était tous stressés. Oui. Enfin, je pense le 16 mars, en fait, quel est le chef d'entreprise qui ne s'est pas dit c'est la fin du monde, quoi, en fait. Je pense qu'on se l'est tous dit avec nos différents niveaux d'anxiété. Et on voit beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. On les critique souvent, mais quelque part, on est quand même rassuré, quoi, en fait, finalement, de la manière sur laquelle on a tous été aidés. Du plus petit commerçant, finalement, le restaurateur, voilà, jusqu'à la plus grosse entreprise avec le PGE et autres. Donc, non, c'est vrai que quand on benchmark par rapport à ce qui se passe dans le monde, on peut s'estimer vraiment heureux, et du coup, on a aujourd'hui les moyens pour repartir, quoi, en fait, finalement. Toi, Marie, avec une entreprise, une start-up, on peut dire start-up, comment on vit une start-up en France? Parce que c'est important d'avoir ces entreprises-là. On a toujours dit que la France était compliquée, de lancer une start-up. Est-ce que c'est facile? Facile, c'est jamais facile, je pense, mais il y a en effet, sur l'attractivité française, il y a quelque chose de très fort. Alors, à la fois sur l'attractivité française, on a notre CTO qui est français au Japon depuis 10 ans et qui est venu à Marseille donc, pour travailler avec nous récemment, et qui prépare sa rentrée en France. Il vient d'acheter un appartement ici à Marseille. Il y a vraiment cette volonté de revenir. Et puis, il y a aussi, ce qui est assez incroyable ici, alors sur le plan régional, la possibilité pour une start-up de rayonner à l'international. Moi, je pense qu'on a été vraiment extrêmement bien accompagné par Rising Sud, par l'agence. Bien sûr. Qui a été donc on a immatriculé en 2019, donc pendant cette année juste pré-Covid, on a pu avec Rising Sud partir quand même 2 fois en délégation aux États-Unis, en étant extrêmement bien encadré, accompagné, en rencontrant les bonnes personnes. Donc c'est vrai qu'il y a un microcosme parisien de start-up, voilà, qui ont l'avantage peut-être de faciliter à accéder à des fonds, parce que voilà, il y a quand même quelque chose. Ça, c'est un manque dans notre territoire. Les entreprises ne savent pas toutes les aides qu'elles peuvent recevoir. Complètement. Alors, il faut absolument qu'on les éduque parce qu'il y a énormément d'argent. C'est vrai qu'il y a une question d'aide, c'est une question d'écosystème. Oui. Tu vois, il y a quand même un dynamisme parisien qui n'a pas d'équivalent en France, quoi, en fait, malheureusement. En même temps, ici, tu as quand même Ex-Marseille, tu as Flash Tech, oui, bien sûr. Il y a plein de choses, mais peut-être qu'on ne les met pas assez en rapport, je ne sais pas. Et il y a vraiment des efforts, moi je trouve très importants qui sont là, qui sont présents, et même par exemple il y a Choiseul, le think tank, qui vient de sortir un classement régional ici donc sur la région. En effet, ex-Marseille French Tech est quand même assez puissant, assez actif. Rising Sud qui pareil assez puissant aussi, le réseau Entreprendre. Il y a quand même beaucoup c'est Kevin Polizzi le leader de Choiseul, non? Oui, en effet. Donc c'est quelqu'un oui, tout à fait, oui, Kevin, qui est en plus pour le coup, pour nous, un exemple hyper inspirant, parce que c'est clair que voilà, la réussite comme ça, régionale, en étant ancrée sur le territoire de cette façon-là, voilà, c'est pas anodin. Non, c'est très bien. Laurent,
si on doit peut-être commencer les conclusions, comment tu vois 2021? Est-ce que tu vois une reprise d'activité globale pour retrouver les niveaux de 2019? Ou tu te mets 2 ans, 3 ans, comme ce qui est en train de... J'ai la sensation que ça prendra plus qu'une année pour retrouver une activité 2019 qu'on a connue tout début 2020. L'année 2020, le début, janvier-février, c'était extrêmement dynamique, donc on a été un peu arrêté dans notre élan. 2021, je la vois assez bonne, d'autant plus que on sent quand même une tension dans nos relations humaines avec les gens. On sent qu'il y a un peu de tension, les gens en ont vraiment assez de cette crise sanitaire. Vivement qu'on en sorte et qu'on puisse tous se faire vacciner. Et une fois qu'on sera sorti de cette crise, je pense qu'il y aura vraiment une envie de sortir de tout ça. Et le dynamisme, il est là. On le sent très bien. Il y a même des chefs d'entreprise qui se disent mais dès que c'est fini et tout et que ça repart, mais je me lâche. Donc ils ont vraiment non, on sent vraiment les gens ont envie, pardonne-moi l'expression, un peu d'envoyer, de se faire plaisir. Ça, c'est important. Tu embosses encore mieux. Exactement. Électrique. Thomas? Et non, j'ai écouté et j'écoutais la discussion attentivement avec Marie. J'ai été élu secrétaire général French Tech et j'ai une très bonne visibilité sur ce qui se passe dans la région. Je trouve qu'on est une région, Rising Sud aussi, je les trouve phénoménaux, particulièrement à l'écoute des projets en développement. Alors, on ne voit pas tous, hein, mais on parlait tout à l'heure avant avant cet enregistrement de sociétés comme Rofim dans la santé, tu parlais aussi de ce secteur-là. Je crois très fort que les secteurs tech, les secteurs luxe viendront aussi dans le défouloir post-Covid. Je pense que ce sera inéluctable. Mais les secteurs tech, il y a une vraie chance. Vous pouvez avoir des voyages. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Les voyages, les hôtels, allez, Voilà, on y va. c'est Je crois que ça fera partie de la relance. Mais non, je vois bien que les idées sont très bonnes. On a accès au fond. Quand les idées sont bonnes, on a accès au fond où on soit localisé. J'en suis assez persuadé aujourd'hui. On a eu la société Made in Black qui a eu 30 propositions de fonds pendant le confinement. La localisation géographique, finalement, apportait peu. Donc les fonds parisiens en amorce peut-être. Mais ensuite, quand l'idée marche, je pense qu'il n'y a plus tellement de religion sur les régions. Donc je suis plutôt, quand je vois ces idées, tu sais, on dit souvent que cette région a raté sa première mondialisation, etc. Peut-être que c'est un bien en fait, parce qu'elle n'est pas formatée comme les autres villes, et quelque part c'est ce qui la rend attractive aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vois dans les yeux de mes data scientists, développeurs full stack qui viennent et se disent waouh, ça c'est un endroit différent, c'est un endroit qui a une âme. C'est chouette d'entendre ça, tu sais, tu te dis Munich, toutes ces villes-là se ressemblent aujourd'hui, il y a le même H&M, le même Starbucks, dans le même coin dans les bons. Ici, c'est un peu différent, c'est une ville faite de villages, c'est drôle d'entendre ça en 2021, je trouve. Donc, voilà, je suis d'une nature optimiste, c'est vrai, mais je pense que 2021, on a plein de choses à faire très bien. dans cette ville. Oui, si je peux, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pour les fonds et aller chercher des fonds, il y a aussi des structures, je pense à Pifactory par exemple, voilà, qui vont Patrick, vraiment, en fait, exactement, qui vont aller aider à passer les premiers steps pour les startups qui sont très early stage. Et Marseille Innovation. Voilà, Marseille Innovation qui vont en fait prendre. On a été accompagnés, on est encore accompagnés par Pifactory, par des incubateurs comme ça qui peuvent faire passer ici les premiers steps nécessaires à l'hypercroissance. Conclusion, Joanne. Non, ce serait trop de me donner de poids que de faire la conclusion. D'accord, mais juste, enfin, qui n'a pas spéculé sur la fin du confinement ou sur la fin de la crise Covid et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, on n'en est pas là du tout où on imaginait être il y a 6 mois, quoi, en fait. Donc, moi, c'est vrai que j'entends beaucoup de choses positives et d'optimisme, et c'est superbe, quoi, en fait. Maintenant, en vrai, on sait rien, quoi. Enfin, pour moi, en vrai, on sait rien. Je suis désolé de dire ce que je ressens, mais en tout cas, pour moi, en vrai, on sait rien. On sent quand même qu'il y a une vraie attente de l'ensemble de nos collègues, enfin, de nous, de nos copains, de notre famille, de vivre, quoi, en fait. On a envie de vivre.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec un président exceptionnel. C'est gentil, ça, c'est bien. Mais on a tous envie de vivre. Ça, c'est ce qu'on ressent. J'écoutais la dernière fois un économiste qui disait qu'on va revivre en France ce qu'on a vécu après la crise de 1930, quoi, en fait. D'accord. Donc après la reprise, d'accord. Donc c'est peut-être ce qu'on va revivre. Et puis il y a d'autres qui disaient l'inverse, quoi. Moi, j'ai envie de dire peut-être que nos entreprises devraient renforcer leur politique RSE. Bien sûr. RSE, je pense que c'est un vrai sujet d'attractivité et de business demain. J'ai lu dans la presse que 50% des appels d'offres dans le numérique contiennent des clauses RSE. Donc je me dis que le RSE, on l'a vu parce que c'est la question du jour et du moment, on le voit avec nos collaborateurs, c'est une question d'avenir et je pense qu'on devrait investir dessus. Très bien. Et merci à tous. Merci. Après cette Merci, crise Philippe. sanitaire terrible, crise économique violente, ce qu'on essaye, nous, d'éviter à l'UPE 13, c'est aussi la fracture sociale. Donc l'emploi est un sujet important, je sais que vous faites attention, et c'est pour ça aussi que nous, on va porter tous ces sujets pour pouvoir être dans cette dynamique avec vous, pour accompagner les entreprises vers la reprise et accompagner notre territoire et notre région vers un grand succès. Voilà. Merci à tous, merci à nos partenaires, Gage, pour l'ensemble de son soutien pendant ces émissions, et au plaisir de se retrouver. Merci. Merci. Merci.